Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'inflation, donc de CPI. On va également parler de pas mal de choses, notamment l'appel de la SEC par rapport à Ripple. Allez, on passe en partage d'écran. On est là sur la courbe d'inflation habituelle, on va dire, enfin celle qui, que nous on utilise. Ici, il faut comprendre que du coup, le CPI a été très légèrement en dessous du consensus. Le consensus nous disait 3,3. Le CPI a été légèrement en dessous. Pour le moment, ça s'est pas mis à jour, mais c'est ça qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a ici un core CPI qui est de 3%. Et on a une inflation de demande, donc pétrole et bouffe, etc., qui est en baisse de 1,7%. Personnellement, j'aurais bien vu ce CPI un petit peu plus haut. Sur ce CPI en particulier, j'étais plutôt autour de 3,5, donc on soit au-dessus du consensus. Maintenant, la hausse des prix du pétrole peut-être se répercuter le mois prochain. C'est une analyse que j'avais faite quand j'avais fait, bien évidemment, mon analyse du CPI. J'avais dit parfois ça met un petit peu de temps, ces hausses de pétrole, à se mettre en place dans les prix. Maintenant, on regarde le prix en daily. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, éventuellement activer la cloche des notifications. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vraiment essayer de réfléchir en daily où est-ce qu'on en est, quel pourrait être le range supérieur, etc. Toutes ces choses-là. Je reste quand même à peu près convaincu qu'on va toucher les 30 400 ou en dessous des 28 exactement. Si on part sur une logique de range, soit on va d'abord au 34, c'est-à-dire que ça nous emmènerait quelque chose par là. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Excusez-moi. Donc du coup, cette idée, effectivement, que pour le moment, on va dire les bornes supérieures et inférieures, on doit les jouer plus ou moins comme ça. C'est pas nécessairement pile poil ce qui va se passer, etc. Mais on voit ici cette espèce de cuvette qui peut peut-être nous renvoyer là, etc. On voit aussi une boîte de liquidité au-dessus. Donc ça, c'est la boîte à 31 000 et quelques dorénavant. Et une boîte de liquidité en dessous qui est à 28. Donc j'aurais tendance à dire que plus ou moins tout ce qui est bon ici à jouer serait en longue dans cette zone et en short dans cette zone pour une prise de liquidité. Et puis s'en va après vers le bas pour récupérer l'autre box. Ou à l'inverse, ici une prise de liquidité et puis s'en va pour récupérer l'autre box en haut. Donc le problème ici, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment le scénario, c'est pas vraiment la direction, c'est plutôt comment on va exécuter tout ça. Et c'est ce que j'ai expliqué hier sur le Discord. Il existe la probabilité ici qu'un nouveau support se forme sur à peu près la zone des 29,5. Pourquoi? Parce que là, ça avait été un support déjà par le passé, par plusieurs fois. Ensuite, on l'a traversé, c'est devenu une résistance. Vous le voyez, là, on essaie de la pilonner vers le haut. On arrive à la prendre ici, mais finalement, la bougie du lendemain nous renvoie en dessous. Et là, actuellement, on a réussi à le repasser. On a fait une bougie entière au-dessus et là, à ce stade, on est peut-être en train d'essayer ici de garder ce niveau. Donc ça voudrait dire quoi? On a, pour moi, la boîte de liquidité qui est en bas est plus importante que celle qui est en haut en ce moment, c'est-à-dire qu'on a plus de liquidité là. Ça veut dire que là, ils ont plus d'argent que ceux qui sont ici pour protéger leur position. Que ici, ils l'ont déjà protégé une fois, c'est pour ça qu'on n'est pas allé sous la structure ici, et que dorénavant, ce qu'ils vont essayer d'aller chercher, c'est d'aller là-haut. Donc ça voudrait dire, ne te fie pas trop à la liquidité, peut-être que effectivement la bonne direction ici, ça serait une continuation longue. Maintenant, on a quand même de la liquidité, on a quand même aussi des shorts en cours sur lesquels, bien évidemment, il va falloir laisser traîner et aller chercher nos runners, la target ultime, celle sur laquelle on a le moins risqué, on va dire, ou en tout cas, vous voyez qu'en ce moment, étant donné que la direction n'était pas claire, on a dérisqué très rapidement nos positions et on laisse des runners aller là où ils doivent aller tout simplement. Donc ça c'est important, la target short ultime ici pour moi elle est en dessous de 28 et la target longue ultime pour moi elle est au-dessus de 31,9 et il n'y a aucun problème à envisager ces targets là sur un mouvement. Si on repassait dans un pulsif, il n'y a aucun problème à faire ça. Si vous voulez même laisser tourner un runner jusqu'à 40 000 $ ou 18 000 $, vous avez le droit de le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Vous aurez une position du coup confortable et puis derrière, soit vous faites évoluer le stop loss. De toute façon un runner ça reste un runner, c'est-à-dire que c'est un petit bout de position, c'est pas quelque chose qui va vous faire bouffer pendant super longtemps, mais en tout cas c'est toujours appréciable à prendre quand on a les bonnes directions dans le bon temps. Comment j'ai géré un petit peu ma journée de trading hier? Je me suis pas mal débrouillé hier, au sens où en fait j'ai pris
Alors, j'ai pas pris ce up là, mais j'ai pris tout ce down ici, puisque accumulation ici pour moi de structure, enfin accumulation de longueur. On l'a cherché en scalp, ça a été, je l'ai documenté hein, sur le Discord. On l'a cherché en scalp, c'est-à-dire qu'on a en fait plusieurs entrées. On a fait une entrée ici. Comment je rentre en scalp moi, c'est-à-dire que je prends le mouvement, donc sous-entendu par exemple là je me dis bon ok là la première entrée elle s'est faite ici, je suis la trend, c'est-à-dire je dessine tout de suite une trend en time frame 1 minute, je la suis avec mon stop loss, si je me fais sortir c'est pas grave, ça ne m'a rien coûté. Ici j'ai pris un SL, hein, donc du coup il y a une position là ici où j'ai perdu, je sais plus sur laquelle c'était mais voilà, et à la fin finalement je me suis retrouvé avec cette entrée là, on fait le pump et derrière je dessine ma trend, je vois que finalement cette accumulation là est perdue puisque le but c'est de perdre une accu, hein. Donc je me dis ok c'est bon, c'est pas mal, et donc du coup là je desserre un petit peu mon stop loss et je prends ce scalp qui finalement m'emmène à ces targets. Ça m'a permis de renforcer ma position en short, c'est-à-dire que là pour le coup j'ai laissé également des runners aller plus bas, et voilà, du coup si ça part dans cette direction là, ma position est dérisquée et elle est, puisque j'ai pris des TP bien sûr plus important. Ici, vous jouez, la time frame que vous jouez, c'est du 1 minute, 5 minutes. Vous n'allez pas chercher des targets qui vont, je parle de position importante. Vous laissez courir des tout petits runners, mais vous n'allez pas aller chercher ici des targets trop importantes. Et donc voilà, si ce scalp se fait sortir, et ben désormais, il se fera sortir largement profitable. Ensuite, derrière, j'ai commencé à construire une position longue. J'ai commencé à construire une position longue à partir de ici, 29,5, sur le principe qu'effectivement, les 29,3 pouvaient être défendus. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mon point d'achat est à peu près à 29,5 quelque chose. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal sur cette news-là. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Le CPI. On va rentrer dans le détail ici un petit peu plus proprement. Là ici vous le voyez hein, sur le 5 minutes ou le 1 minute, j'aime bien voir comment le prix est descendu, comment il est monté, avoir des structures ici qui me permettent de dire ok, t'es peut-être dans le bon sens, etc. Ce genre de choses. Pour moi ici la structure accumule des stops de shorter, ça veut pas dire qu'on va aller les chercher, hein. Vous comprenez que sinon le prix monte et descend en fonction de figures, mais c'est pas toujours voilà, le cas d'aller les chercher. Mais ici moi je viens de dérisquer un petit peu, je vais redérisquer ce long un petit peu ici, etc. Et on parle d'entrée ici, encore une fois, où je vais rentrer 1% de mon capital en position et me faire liquider, ou je mets un SL en tout cas juste avant la liquidation, c'est-à-dire à 1,20% par exemple si je suis en levier 50, 2% si je suis en levier 40, 0,60 si je suis en levier 50 de mon prix d'entrée. Et à ce moment-là, voilà. Ici, j'ai dit sur le Discord qu'il y avait une belle entrée à faire à 29,5. Vous voyez qu'un fois 100 n'aurait pas été pris ici sur cette entrée-là. Et pour l'instant, on aurait été pas trop mal depuis que le prix s'est retourné. Il y a des fois où ça arrive, il y a des fois où c'est pris. Hein. Il faut pas non plus se dire que tous les calls sont des calls ultimes. Mais en tout cas, à ce stade, plutôt joli trade pour... Et ici, vous comprenez qu'on joue un retracement. On n'est pas en train de jouer le retournement ultime. Mais s'il y a retournement ultime, on aura un petit pourcentage en position qui ira dans le sens du long qu'on a déjà posé. C'est pareil en long. J'ai aussi des runners qui vont aller chercher. Toutes mes positions sont dérisquées. Pour le moment, mes runners vont chercher quelque chose et je vais plutôt aller chercher de la grosse position, comme je vous l'ai expliqué, soit en dessous de 28,4, soit au-dessus de 30 400. D'accord ? Quand j'entends des grosses positions, ici je parle de quelque chose entre à peu près autour de 5% hein, sur la position, et la position elle doit être d'une certaine manière étalée. Voilà, moi j'aime pas trop les entrées franches sur un niveau, voilà, rentrer 5% directement par exemple, étaler très légèrement ces positions avec des entrées 1, 2, 3, 4, 5%. Derrière vous pouvez augmenter en vous disant bon, au plus la position est haute, au plus mon point d'entrée pourrait être sûr, hein. Là par exemple 31,8, vous savez qu'il va y avoir de toute façon une réaction, le principe étant de dérisquer assez rapidement. Encore une fois, dès que vous avez une direction, vous dérisquez votre position. Personnellement, moi j'essaye de ne pas être dans un sens sur un trade par exemple au-delà de 10-15% d'exposition, et là je considère que je suis vraiment surexposé. Quel est l'intérêt ici d'aller chercher de pas rentrer 100% en position et de pas mettre un SL par exemple à 2%, hein, ça pourrait être une manière de faire les choses. Moi je préfère garder plein de cash pour rentrer à plein d'endroits
endroit. Je préfère avoir des positions qui attendent, c'est-à-dire que j'ai besoin de cash pour justement avoir ces positions en attente. Donc le levier est un crédit qui me sert à faire cette chose-là typiquement. Donc voilà, ici vous avez un petit peu une idée de comment je gère un peu mon histoire. Finalement, le boulot de trader est un boulot de banquier avec un peu de psychologie dedans et puis également probablement un peu de risque, un peu d'aversion au risque. Donc il y a ce côté aussi, ce côté-là. Ici, Ether qui, sur le mouvement de descente, donc celui où on a baissé, finalement, a moins baissé que BTC. Hein. On sait qu'il y a moins de liquidité en dessous pour Ether. Donc, le ratio Ethereum contre BTC qui s'est apprécié. Finalement, Ether ne perd pas, du coup, cette accumulation par le fait de cette descente. Est-ce qu'à un moment donné, Ether va bien vouloir se donner la peine, et bien tout simplement de soit garder cette accu et ne pas la perdre dans ce sens-là, soit tout simplement remonter plus haut et plus vite que BTC. C'est une question qu'on peut se poser. À ce stade, en tout cas, la position est bien puisque il corrige moins, donc la position reste intéressante. Sur la partie Ethereum, bon, on voit, là le biseau est pas évident, hein, mais on voit ici en tout cas au moins ce canal qui casse peut-être ici à la hausse. On est probablement en train de casser une AQ. On peut voir éventuellement que le point allait chercher sur cette AQ, puisque là on avait une distribution, et là vous voyez qu'on est peut-être en train de la coucher. On peut peut-être se dire que le point allait chercher ici, c'est 1940. En tout cas, ça doit être un gros TP sur ce trade-là. Nous, on est rentré là-dessus sur Ether, donc 1807. Pour le moment, pareil, position très confortable, extrêmement confortable, d'autant plus que moi, pour le coup, je l'ai énormément dérisqué, celle-ci. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'on a fait un 2% de hausse, eh bien, j'ai sorti la moitié de la position, donc cette position est gratuite. Excusez-moi. Derrière, donc on a fait Ethereum, etc. On va pas refaire Ethereum en une minute, ça servirait pas à grand chose. On va faire la stablecoin dominance, où il y a peut-être un truc vite fait d'intéressant à dire. Et bien d'une certaine manière, sur la stablecoin dominance, vous voyez deux choses. D'abord, cette accumulation ici qui était assez agressive est perdue, et ça c'est une bonne chose. Donc la stablecoin dominance, si elle repasse, je le rappelle, ce point-là, c'est plutôt mauvais. Ça nous amènerait vraiment à cette idée qu'elle est dans un retournement. Et on a du coup cette accumulation qui se calme un petit peu et qui semble venir valider celle-ci. Donc quelque chose ici qui nous donne un petit peu cette espèce de canal haussier en haut d'un mât, quelque chose comme ça, voilà. Ça reste haussier l'histoire, mais si on venait à perdre encore celle-ci, eh bien on pourrait attaquer ici ce point-là qui correspond à peu près au niveau de BTC au milieu de la journée du 14 juin, donc si ça vous intéresse, allez voir. Et derrière, également, eh bien, il est possible d'aller attaquer celui-ci. Le point pivot qu'il est quasiment sûr qu'on va attaquer dorénavant, c'est celui-ci, en tout cas, c'est-à-dire le plus bas de la journée du 2 août. Vous pouvez aller voir les prix sur Bitcoin. On a parlé du 2 août, on a parlé du 14 juin. On va aller voir vite fait, histoire d'être complet sur l'analyse. 2 août, déjà 14 juin, hop, on était quelque part par ici, donc on était à 26-27 sur BTC. Non, c'est pas vraiment possible, j'ai dû faire une erreur. Je pense qu'on a parlé du 14 juillet, j'ai dû me tromper. 14 juillet, voilà, ici quelque part, donc autour des 31 000, hein, on a vu que c'était au milieu de la bougie, donc ça nous donnerait 30 800, c'est peut-être un indice ici. Et derrière, l'objectif un peu moindre sur la stablecoin dominance, si on devait juste coucher l'AQ, on a parlé du 2 août, je crois. 2 août, vous voyez qu'on est à peu près dans cette zone, en l'occurrence en haut de la bougie, ici ça nous donnait 30 047. Donc voilà, ça veut dire également que, et là il faut considérer que la dominance de Bitcoin est la même, hein. Vous comprenez qu'ici on prend une dominance pour comparer un prix, il faudrait recomparer la dominance et faire une règle de 3, ça serait un petit peu compliqué, on va pas s'embêter avec ça. Le total 3, les altcoins autres que Bitcoin et Ethereum, la structure est toujours plutôt bullish, on va dire, cette longue correction mais qui ne se perd pas. Désolé. Longue correction qui ne se perd pas. Maintenant, vous voyez qu'on fait du ski sur la trend, et ça, c'est jamais très bon. La trend qu'on avait cassée, elle a envie d'être réintégrée. Un signal relativement haussier serait bien sûr de casser cette distribution-là pour tout simplement, vous voyez que là, on a le bas d'une distribution. Hein. Ceci n'est pas une accumulation. Une accumulation, c'est ça. Et on a cette accumulation, en revanche, qui est perdue. Donc ça, c'est pas très bon. Vous voyez qu'on est passé dessous. Donc soit ici ça repart bien, ça réintègre l'accumulation précédente, on était dans quelque chose qui est plus ou moins un fake out ou ce genre de choses, soit c'est très mauvais et ça va réintégrer.
pour venir éventuellement retester les plus bas de du 14 juin justement. Maintenant, on va parler de news. On a fait, je pense, le tour sur l'analyse technique. On va sur les news. J'en profite pour vous dire attention parce que YouTube semble fermer des chaînes crypto. Si jamais vous voulez retrouver la chaîne ou qu'elle venait à disparaître du jour au lendemain, vous pourrez nous retrouver sur Odyssey, qui, n'est pas censuré dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur Odyssey si vous avez envie de continuer à suivre la chaîne. Maintenant, Binance qui abandonne une partie de l'Europe. On a vu qu'en France, il y a des petits soucis avec la justice, même si ils ont l'agrément AMF, le PSAN. Et voilà. Ici, deuxième chose, la SEC qui va probablement approuver plusieurs ETF spot. Et ça, c'est plutôt une vérité. On aura une première réponse dans 3 jours par rapport à celui de ARK Invest. On va voir ce que ça dit de ce côté-là. Personnellement, je m'attends plutôt à une demande de délai, mais bon, on va voir ici ce que ça dit. XRP contre la SEC, le régulateur américain va faire appel. Il y a un officiel de la SEC qui a dit que visiblement ça allait faire appel. Il y a eu 2 news dans la journée hier. Il y en a une qui disait la SEC a décidé de ne pas faire appel, et derrière une autre news qui nous dit que la SEC a décidé de faire appel. Visiblement, la news la plus vérifiée, c'est plutôt celle comme quoi la SEC va effectivement faire un appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la SEC refuse la décision du juge Torres, et donc que la XRP Rule va s'appliquer, certes, mais qu'elle ne va pas s'appliquer jusqu'à la fin. Enfin, il y aura toujours encore, entre guillemets, il va encore y avoir 1 ou 2 ans de, comment on appelle ça, de procès, quoi. En fait, on part en appel, et puis après, ça pourrait même aller en Cour suprême, donc tout ça va prendre du temps. Et vous le voyez ici, la notification qui a été faite, qu'il y a eu un feeling, comme quoi, probablement, il y aurait un appel contre XRP. Derrière... Singapour, la Croix-Rouge à Singapour qui dit qu'elle accepte les donations, ça on s'en fiche un petit peu. Les futurs qui visiblement avaient pas mal performé juste avant ce ratio d'inflation. Ratio d'inflation, donc on en a parlé. D'une certaine manière, on est littéralement au consensus, donc du coup c'est dans les prix, on est à un cheveu du consensus, mais c'est dans les prix, le prix va faire sa vie. Personnellement, je m'attendais à un très mauvais CPI, c'est-à-dire bien au-delà du consensus. Vous voyez qu'on ne l'a pas eu, donc on peut se tromper. Je pense que la répercussion des prix du pétrole va peut-être se faire le mois prochain, donc il faudra être attentif sur la zone du mois prochain. Ici, intéressant, est-ce que les CPI, les jours de CPI, justement, amènent de la volatilité sur le stock market? Et ici, donc, on a comparé 2023 à 2022, et en fait, on se rend compte qu'en 2022, il y avait une médiane qui amenait le prix à changer de 1,7% sur les jours de CPI, et finalement, en 2023, nous ne sommes qu'à une moyenne donc de 0,45. Ça veut dire moins de volatilité cette année. Bon, c'est normal, le CPI a énormément diminué. Maintenant, il faut comprendre quoi des news qu'on a eues dernièrement? Il faut comprendre que le marché va devoir et est en train de pricer probablement une nouvelle hausse des taux. La Fed ne va pas faire sa vraie pause au prochain CPI. On a un plateau d'inflation. On a également un marché de l'emploi qui est beaucoup trop fort, trop résilient. Et vous voyez ici que, bon, pour l'instant, c'est pas encore en train de se mettre même dans les prix. Vous voyez que pour le 20 septembre, on a encore 90% du marché qui dit que les taux vont rester là où ils sont. Donc ça, c'est intéressant. Le marché qui est plutôt résilient par rapport à toutes ces news. C'est les probabilités que je voulais regarder. Vous voyez que la plupart du marché pense que la Fed a terminé sa hausse de taux, en fait, et qu'on va arriver vers un pivot en mars 2024. Un pivot, sous-entendu, on commence à baisser les taux. Et vous voyez qu'on prévoit des taux qui soient à 4%, donc des taux qui restent très longtemps à 5%. Le plus difficile, et c'est souvent ce que j'ai dit, c'est le dernier pourcent. On est à peu près à 3%. Le plus difficile, ça va être de grappiller, d'aller de 3 à 2. Derrière les liquidations, et j'en profite pour vous dire de mettre un like, pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien dont le lien est en description de la vidéo. Sur le Discord, vous pourrez avoir accès à des vidéos privées que je fais tous les jours pour les affiliés. Donc du coup, n'hésitez pas, allez-y, tout cela est gratuit. Ensuite,
43 millions de liquidations et 18 millions, donc la moitié sur Ether, Bitcoin, donc journée un peu normale, on va dire. Beaucoup de longues de liquidés, hein, ça tient à la price action d'hier qui avait été plutôt baissière. Le carnet d'ordre, on a ici pas grand-chose, hein, d'une certaine manière, pas grand-chose avant 30 000 et pas grand-chose avant 29,3 en bas. Une belle boîte de liquidité à éventuellement venir chercher. Je vous ai déjà fait les niveaux parce que j'en ai besoin en ce moment. Hop. Alors, je vous ai déjà fait les niveaux ce matin. Qu'est-ce qu'on avait qui avait été shorté ici? On avait ce petit point. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que ce point-là est relativement longué. Et on peut voir également que les 29,3 avaient été un point de longue, mais qui a été très bien défendu lors de cette descente. De la même manière que 30 230 a été très bien défendu lors de cette montée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des bonnes conditions pour avoir ce fameux range dont on a parlé dans la vidéo d'hier, entre 29,3 et 30 000. C'était hier un des trois scénarios que j'avais proposé. Ici, quand même, on a dans cette structure descendante pas mal d'entrées en longue, mais vous voyez que c'est des fermetures de contrat, donc ça veut dire que j'ai à la fois du short, du long qui devrait se fermer, mais finalement un funding qui augmente, donc ça veut dire beaucoup d'ouverture de longue là-dessus. C'est pour ça que je vous ai mis ce point-là. Est-ce qu'il a vraiment été pris là-dessus, puisque j'ai fait la vidéo avant ça? Ouais, on n'est pas très loin non plus. Hein. On va passer celui-là en 1 pixel parce qu'on l'a quand même approché de très près. Comme ceci. Et voilà. Et pareil, ici, du coup, le fait qu'on l'ait approché extrêmement près nous amène à penser que désormais ces niveaux-là sont un peu moins puissants que ce qu'on pourrait leur donner comme puissance, même si on a pas mal de monde sous les 29,3, vous allez le voir. Ici, qu'est-ce que j'ai? Derrière, puisque j'avais pas fait la vidéo depuis, enfin j'avais pas fait l'analyse depuis, eh bien j'ai un niveau ici à ce top-là qui pour le coup est shorté, vous le voyez, on a le prix qui augmente, et pourtant j'ai une baisse du funding, en même temps que j'ai une augmentation du nombre de contrats, ça me dit que ce sont des shorters qui rentrent sur ce marché. Donc, ce niveau est bleu, excusez-moi. Comme ça. Hop, et on va sauver, c'est bon. Je pense que c'est bon. Hop. Ensuite, Ethereum contre USDT. Alors, sur Ethereum, même chose, j'avais avancé au niveau des niveaux, j'avais fait, et c'était très propre sur Ethereum, c'est vraiment les niveaux d'hier qui ont été pris. Tout ça, ça a été bouffé. Ici, celui-là, pour moi, il n'existe plus. Hop. Comment c'est construit depuis? Vous voyez, bon là, on avait pas mal de longues ici au 18,44. Quelques longues ici également sur les 18,50, même s'il a été approché de très près, on va peut-être pouvoir l'enlever ici même. Et derrière, j'ai me construit sur du short, ok? Donc pour l'instant, on a l'impression que le sentiment est plutôt shorter. Et on va sauver ça. On va aller voir la 12 heures. Et sur la 12 heures, dernièrement, j'avais regardé ce matin. Oui, non, pardon, on va aller voir ici les liquidités. Alors, les liquidités, vous voyez qu'il y a une très belle boîte à prendre juste en dessous de nous, là. Hein. C'est ce que j'appellerais la boîte des 29 à 29,3. Mais est-ce que ces positions vont être défendues ou est-ce que le prix va y aller? Là, on a une grosse position, vous le voyez ici, qui a été ouverte à 29,4. Donc, on a des bonnes chances d'y retourner. Et ça s'est fait juste là. Derrière, qu'est-ce qu'on a en prendre en liquidité au-dessus? Vous voyez quelques positions qui sont ouvertes, mais c'est pas non plus la folie du short en ce moment. On a un sentiment qui est shorter sur la 12 heures, mais on n'a pas d'énormes boîtes ici à venir chercher. Cette boîte-là, elle a déjà été prise. Est-ce que derrière on a un vrai momentum au spot? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et est-ce qu'on a effectivement quelque chose qui est peut-être en train de se passer pour une nouvelle jambe haussière? C'est ce qu'on va essayer d'analyser. Ici vous voyez que Ether a très bien pris la petite boîte de liquidité qui était au-dessus de lui. S'il décide de continuer, eh bien ça nous emmènerait vers les 1880. Vous voyez une assez grosse position, elle n'est pas non plus énorme ici, mais qui s'est ouverte là dans cette zone et qui pourrait à contrario le ramener légèrement sous cette structure là. Donc la structure qui est en montée là est quand même longuée, mais tout simplement elle a nettoyé les shorts, hein, elle a nettoyé ses shorts sur la montée. Est-ce qu'on va continuer à être shorté? Est-ce qu'on va être sur des shorters qui essayent d'attraper ce couteau qui monte, hein, c'est l'inverse de quand on a des mouvements dans l'autre sens, ou alors est-ce que les longueurs vont se réveiller? En tout cas ici vous comprenez que ce qu'on regarde c'est les 5 ou 6 dernières heures, on fait fi bien évidemment de ce qu'on peut voir en dessous. En dessous, attention, très belle boîte, et d'ailleurs je pense que la direction à terme sera baissière forcément. Ensuite, la 12 heures.
La 12 heures, alors vous auriez regardé ce matin, on était plutôt shorté. Désormais, vous voyez que c'est pas mal rentré en longue sur la zone des 24 925, notamment une grosse position. Vous voyez aussi que on a mangé du short ici, sur toute cette zone-là. Donc c'est pour ça que ça apparaît comme moins shorté, puisque le mouvement s'est fait en quelque sorte, d'accord? Après, sur la 7 jours... Sur la 7 jours, vous voyez qu'on a très bien nettoyé également ce qui s'est fait en haut. Est-ce que finalement on serait pas en train de préparer un petit down là ici sur la zone des 29 par exemple, ne serait-ce que ça, sans réellement venir prendre ici le 28 550 qui est en jaune, pour simplement renforcer du short? Est-ce qu'on n'a pas besoin de baisser pour remonter? C'est une petite question qu'on peut se poser à ce stade. En tout cas, la boîte de liquidité qui est là, la toute petite, celle des 12 dernières heures, me paraît plus importante, encore une fois, en dessous que en dessus, mais on ira voir ça dans la conclusion de la vidéo où on dira qu'est-ce qu'on pense que peut faire le prix, voilà, à ce stade. Ensuite, derrière, pareil, là on a une très jolie prise de liquidité au niveau des shorts à 1862 sur Ethereum. Ethereum, la liquidité est un peu différente. Le sentiment est désormais plus longueur que shorter, mais c'est simplement parce qu'on a pris de la liquidité sur les 12 dernières heures en haut. Ce tout petit mouvement nous montre ça. Et sur la 7 jours, vous voyez que pour le coup, Ethereum est en train de créer une boîte de liquidité en dessous qui n'existait pas au moment où on a touché les 1800 ici. D'accord? Ethereum est relativement longué quand même sur ce mouvement. Étonnant qu'ils ne viennent pas chercher les 1009 à un moment donné. C'est-à-dire, boum, un push à 1009 et puis ensuite dégage en bas. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Voilà. Donc la question ici, et celle qu'on va se poser en conclusion de la vidéo, c'est tout simplement... Est-ce qu'on va perforer d'abord 30 000, reperforer une nouvelle fois 30 000 et passer au-dessus des 30 200, si je ne me trompe pas, c'était le niveau dernier, ou alors est-ce que tout simplement on va ici déboîter en bas et partir vers le bas? Alors la direction baissière, elle semble relativement évidente, c'est-à-dire que vous voyez que on l'a vu là quand on a regardé la 7 jours. Excusez-moi, je me mets bien, comme ceci. Cette boîte de liquidité semble beaucoup plus importante en termes de probabilité d'être touché que celle-là. Cela dit, parfois, ça paraît presque un peu trop facile, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça qu'il fait rentrer justement qu'en ce moment, il y a un sentiment shorter qui se met à rentrer. D'abord, ce CPI n'est pas une très bonne nouvelle en soi, même s'il est au consensus et qu'il y en a une partie qui est dans les prix. Ça n'est pas une bonne nouvelle que de se dire que l'inflation trouve un plateau. Donc tout le monde commence à chercher un dump. En ce moment, on a un Bitcoin qui est quand même pas mal drivé par la liquidité. Est-ce qu'il ne se pourrait pas finalement que... on vienne recréer une plus petite boîte de liquidité dans la zone qui est là. Pour le moment, on ne le voit pas. Et vous avez vu que sur Ether notamment, et peut-être un petit peu sur BTC aussi, on est plutôt en train de forcer sur cette zone-là. Donc, attention à ça. Sur Bitcoin, 7 jours. Voilà, vous le voyez là, sur la 7 jours sur Bitcoin, il y a quelque chose d'assez péchu qui est en train de se mettre en branle. Finalement, on pourrait même monter notre boîte de liquidité. Ici, je pense que ça aurait du sens, c'est-à-dire de faire quelque chose comme ceci. Ok. Donc là, on a quand même ici un mouvement à faire vers le bas. Le problème, c'est que tout le monde pense un petit peu pareil en ce moment. Donc du coup, on pourrait opter peut-être pour un petit retracement haussier avant de faire ce mouvement. Sortir les derniers shorts en position pour pouvoir effectivement venir chercher la liquidité en bas derrière. C'est une question qu'on peut se poser. Moi, c'est typiquement pour ça que j'ai ouvert ce long hier. Vous comprenez que l'entrée en position est extrêmement maîtrisée. On est à 1% de prise de risque, donc du coup, et sincèrement, on joue ici, pour moi, je jouerais par exemple 31 000, quelque chose comme ça. Voilà, si je devais jouer cette position, bien sûr, DTP partiel au milieu sur toute la route, mais on va dire, le dernier runner, il doit aller à 31,8, mais il doit y avoir ici un runner assez conséquent pour venir chercher 31 000, le fair value gap qui est ici. Et la liquidité dans son ensemble. Est-ce qu'on va faire l'inverse, et c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'on fasse exactement une redite de ce qu'on avait fait ici, c'est-à-dire le prix vient d'abord chercher sous la structure avant de venir chercher tout en haut de la structure. Ici, c'était extrêmement propre la descente, d'accord? On était vraiment sur quelque chose de chirurgical. On a identifié le biseau tout de suite, on a su que ça en était un, on a toujours une rebond, etc. On a vraiment eu ici notre 1, 2, 3, 4, 5. L'entrée ici, elle était extrêmement propre. Il fallait ici potentiellement prendre un risque assez évident. On était vraiment sous la structure. Donc du coup, il ne fallait pas hésiter ici à push. Ici, nous, c'est ce qu'on a fait, et on a push encore plus quand on a eu, bien sûr, la cassure et la structure d'achat qui était ici.
Maintenant, est-ce qu'on n'est pas au même endroit là? C'est-à-dire, vous le voyez, la structure d'achat qui est là, d'accord? Si jamais je décale la traîne de distribution, puisqu'elle est perdue, hein, elle est ici, la grosse, là, la daily, on a oublié de le faire, mais voilà. Voilà, donc on devrait normalement faire quelque chose comme ça. Je vous ai montré également qu'il y avait un point pivot, je sais plus si je l'ai fait hier ou aujourd'hui, je perds un petit peu la tête, mais là, effectivement, il y a une bonne chance quand même d'attaquer 30 400. Donc juste sur ce petit mouvement, pourquoi ne pas venir chercher la borne orange, c'est-à-dire donner tort à tous les shorts qui sont rentrés un petit peu tôt ici, hein, sur ce mouvement-là, venir prendre le gros point de liquidité en haut, et derrière, finalement, se retourner une fois qu'on aura pris la liquidité qui est là, celle qui est ici, et celle qui est là, avec une petite visite dans finalement la boîte de liquidité qui est celle-ci. Ça, c'est vraiment une possibilité que j'aime bien chérir, parce que elle est un peu à contre-courant. On regarde ici, le fondamental est mauvais, etc., toutes ces choses-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur la liquidité des shorters du moment pour faire ce mouvement-là? En tout cas, je pense que ça méritait une entrée d'un support potentiel qui tient pendant un tout petit temps. Hein. C'est pas un support majeur non plus parce que ici, vous voyez, bon, il a fait son taf, mais c'est pas un support majeur parce qu'il a été traversé, retraversé. Enfin, il a déjà pour 3 fois. C'est même plutôt presque une ligne d'axe, hein, en soi qu'un support. Mais pourquoi je parle de ça? Oui, parce que oui, voilà, pardon, ça reste une possibilité quand même qui est qu'il faut pouvoir avoir, si vous avez envie de le jouer, avoir envie de jouer. Donc voilà, ici, cette idée potentielle qu'on repart de 29 360, je ne sais plus combien on a fait exactement, que la position des 29,3 29 soit défendue, la première boîte de liquidité, la deuxième, elle est du coup en dessous de ce point-là, hein, la grosse liquidité, elle se trouve en dessous de ce point-là. Est-ce qu'elle est extrêmement conséquente ou pas? On pourrait le regarder en mettant en exergue. Alors là, je vous le dis tout de suite, on va regarder là un mois et même peut-être plus. Donc il ne faut pas se dire que ces positions sont encore en position, il faut simplement regarder si cette boîte est vraiment conséquente par rapport au reste, par rapport à ce qu'on avait vu avant, etc. Et oui, vous voyez qu'à 28,100, il y a quand même un gros truc à aller prendre sur la 1 mois. Et là, encore une fois, on met en perspective, on n'est pas en train de se dire que c'est cette liquidité-là qui attend. Ici, au 24, vous voyez que sur les 3 derniers mois, on avait une grosse boîte de liquidité, mais on est parti sans, et on est en train de la booster. Ça fait 3 mois qu'on est en train de la booster. Donc il y a des gens qui sont peut-être encore assis sur des trades de position ici, comme je vous l'expliquais, quand vous avez un runner qui va aller courir, etc. Donc ça, c'est intéressant. Là où ça m'intéresse aussi, c'est que finalement, là, on voit que de la boîte de 28 à 27, finalement, est moins importante que la boîte de 32 à 34. Ici, vous voyez, ça permet de mettre les choses quand même en perspective, tout en se disant que ces gens-là ne sont plus en position. Il y a une bonne partie qui n'est plus en position. Toujours pour mettre en perspective, je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont en position depuis 2 ans en levier x100, mais ce que je dis, c'est que pour mettre en perspective, c'est intéressant de regarder ici qu'il y a quand même, en termes de grosses liquidités, il y a quand même pas mal de choses au 33, il y avait beaucoup de choses au 24, et il y avait beaucoup de choses au 15-2, parce que il y a des gens qui se protègent dessous, et il y a des gens qui sont assis sur des trades de position, et qui du coup, ici par exemple, quand on est venu nettoyer cette liquidité-là, et là on n'avait plus rien à prendre, hein, il faut se dire que quand vous regardez ici, en termes de valeur, on n'avait plus rien à prendre. Maintenant, quand je regarde la 3 ans ici, et encore une fois, c'est juste pour se remettre en perspective, j'ai autant de chances d'aller à 36 que d'aller à 21. D'accord, c'est à peu près pareil, c'est à peu près kiff-kiff. Si on regarde un petit peu la liquidité, on est à peu près sur la même chose. On a plus de liquidité vers les 18, et pour moi, 18, 18,5 est intéressant. Maintenant, il faut mettre en perspective les choses. Et ce qu'on peut, là, pour le coup, vous le voyez là, notamment 27,600. Pour le coup, si on met en perspective, la petite boîte qui est ici entre 27,6 et 27,2, elle est beaucoup plus importante que la petite boîte qu'on a entre 30 et 38. Donc voilà, c'est des choses, ça permet au minimum de se rafraîchir les idées par rapport aux valeurs, puisque vous avez la tête comme ça sur le bouquin, et des fois, c'est bien de prendre un petit peu de distance. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le prix, et on va vraiment conclure pour le coup. Eh bien, il y a 2 choses là-dedans. D'abord, vous voyez un fabuleux M-top. Comme ça, d'accord, qui a sa ligne de coup ici et qui par 2 fois vient la retester. Ça, c'est la première chose que je vois, moi, quand je regarde la chart, c'est-à-dire un M-top qui a retesté. Est-ce qu'on va partir sur le fait de faire de ne pas faire fonctionner cette structure, sous-entendu, de faire l'inverse de ce qu'on pourrait penser? Pour l'instant, j'ai envie de dire que
Si jamais ça devait être un flag, ça aurait dû aller plus vite. C'est-à-dire qu'un flag, en général, ça se fait comme ça, d'accord ? Ça part tout de suite. Là, ça ne ressemble pas à un flag au sens où tout ça est très mou, d'accord ? Ça enlève totalement l'impulsivité qu'on avait eue ici et là. Maintenant, c'est pareil, cette entrée sur les 29,5, elle a du sens, encore une fois, pour moi. Est-ce que je suis prêt à perdre 1% de mon capital ? Non, c'est pour ça que là, j'ai pris un dérisking. Alors, en l'occurrence, moi, il était à un peu en dessous, il était plutôt vers 678. Là, j'ai dérisqué une partie de ma position. Maintenant, que ça aille en haut ou en bas, bon, du coup, c'est pas que je m'en fous, hein, je vais suivre l'histoire, mais voilà. On a peut-être ici, encore une fois, un niveau qui peut supporter les choses. Celui-ci, vous voyez que là, le gap a été attaqué ici à 29,3... On est sur quoi là ? Ici, 29,360. On n'est pas venu chercher le niveau dans son ensemble. Est-ce que ça ne serait pas désormais une chose à faire ? Il y a pas mal de liquidités dans cette boîte-là, donc si jamais on y va, on va la traverser très vite. Vous pouvez comprendre ici qu'il y aura de la liquidation ici qui va se jouer. Hein. Si on va ici à 29,3, visez pas 29,3 pile, parce que vous savez qu'il y a de la liquidité. Essayez de taper très légèrement en dessous pour un prix d'entrée, hein, j'entends. Ici, donc voilà, 29,3. Et ici, même chose, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses jusqu'à 28, donc ça pourrait pousser plus bas aussi. Donc à savoir que l'entrée là ici elle est peut-être pas pile poil sur le dernier plus bas. Moi j'aime bien assurer mes entrées, j'aime bien mettre quelque chose quand même ici et derrière avoir une entrée un peu plus grosse en dessous. Utilisez aussi vos pourcentages, c'est-à-dire le 0,60% est très important, ça vous donne tous les leviers x 100, hein. Par exemple ici en l'occurrence ça nous donnerait, si jamais on retourne rechercher ce niveau là, une entrée en dessous de 29,187. Donc ça c'est intéressant, c'est des petites choses qui peuvent être vraiment intéressantes, et vous aurez les x100 à 1,2. Donc quand vous posez, si vous ne voulez pas être liquidé et payer les frais de liquidation, posez votre stop loss légèrement au-dessus, et du coup ça vous évitera bien entendu les frais de liquidation, ce qui est toujours une bonne chose. Derrière, qu'est-ce qu'on vient de faire là ? On a short squeezé, puisqu'on voit le prix évoluer, hein, là, donc c'est intéressant. On a short squeezé que cette structure-là, qui, on l'a vu, était pas mal shortée. On est venu prendre ce point-là. On a derrière été repoussé par plus ou moins ce gap-là. Et pour le moment, qu'est-ce qui va parler dorénavant ? C'est plus ou moins ce niveau-là, d'accord ? Là, on est légèrement au-dessus. Donc voilà, peut-être un niveau plutôt en 1 heure, plus important. Là, on est en train de voir, le prix est en train de décider plus ou moins sur une position. Fort est à penser que une fois maintenant qu'on a liquidé tous ces shorts-là, cette baisse de prix va faire entrer encore plus de shorts. Donc ce mouvement risque d'amener un petit peu de chaos, de chaotisme. Voilà, ça risque de bouger ici un petit peu dans les deux sens. Et ça, c'est intéressant. Derrière, on est monté comment ? J'ai l'impression qu'on est monté un petit peu en biseau, à voir. Hein. Ici, on revient à la base du biseau. Donc, pour le coup, tous les longs qui étaient là-dedans viennent d'être sortis. Et on va voir ici comment est le sentiment, encore une fois, sur ce mouvement qui a une forme abrupte. Et c'est plutôt pas mal. Beaucoup de liquidité là, je pense, parce que tout simplement, on avait l'impression là que c'était ce que le prix voulait faire, hein, c'est-à-dire aller la chercher. Et il est possible ici que derrière, 1 ou 2 heures après la news, parfois ça se fait comme ça, on ait le vrai mouvement qui soit baissier. En l'occurrence ici, vrai mouvement baissier, ça nous emmènerait peut-être dans des... Je pense que les 29 vont au moins être défendus une première fois si jamais on y va. Et je pense que 29,3 a été défendu une première fois et il va l'être à minima. Ici, on verra une sorte de tentative de défense ou price action défensive, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va voir. Si jamais on passe sous 29,3, comprenez que ça va accélérer tout de suite. D'accord ? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. 37 minutes, j'ai beaucoup parlé à la fin, mais voilà. Personnellement, alors, scénario privilégié pour moi, pour le moment, peut-être quelque chose entre ça et ça. Déjà, à nouveau, rester un petit peu dans ces bornes-là. Ça a l'air d'être le truc qui se dessine un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être plus ou moins ce qui se dessine. Maintenant, si jamais le fait de rester entre ça et ça nous permet de construire plus de liquidité en haut, à ce moment-là, je serai relativement haussier pour la suite. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de liquidité pour moi pour éventuellement se dire qu'on va aller chercher au-dessus de ça. Voilà. Pour le moment, ça serait pas forcément ce que je dirais. Pour moi, il y a plus de liquidité là, il y a plus de sens à d'abord faire la prise de liquidité en dessous que au-dessus. Maintenant, comprenez que ça, c'est des entrées qui sont pas 100% pro, hein. Donc du coup, ça doit être des petites entrées. Les entrées, entre guillemets, 100% pro. Et quand je dis non professionnel, du coup, c'est ce que j'explique, c'est tout simplement
Très simple, c'est que vous avez ici un setup, celui-là par exemple n'a pas pété. En l'occurrence, celui-ci avait pété, d'accord? Là, on a fait notre prise de liquidité. Il y a une bonne idée ici qui serait de se dire, tiens, on retourne à 28,6, histoire de voir, pour ensuite, donc le gros range que vous devez plus jouer en plus pro, entre guillemets. Donc ça justifie une plus grosse entrée en position. Et ici, ça justifie une plus grosse entrée en position. Il va de 30 400 à 28 600. Globalement, ça va être les entrées les plus pro. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer les entrées moins pro, mais ça veut dire qu'elles doivent être moins importantes en termes de taille de position. Voilà pour moi, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de discuter d'autres choses. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera... Tiens, quelle est votre marque préférée de voiture? Quelle est votre marque préférée de voiture? Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant d'avoir les réponses dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. D'ici là, portez-vous bien encore une fois et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.